messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la région de l'Ouest. Bienvenue sous l'arbre à palabres, Sopopon, comme on dit chez nous dans la région de l'Ouest. Chaque samedi, dès qu'il est 20h, nous nous donnons rendez-vous sous l'arbre à palabres, n'est-ce pas, pour décortiquer l'actualité, pour essayer de résoudre les problèmes qui minent notre société dans la paix, comme vous le savez toujours. Ce soir, je ne suis pas seul. Nous sommes trois sur le plateau. J'ai l'occasion ce soir d'accueillir pour la première fois sur ce plateau le pasteur Marcel. Bonsoir, pasteur Marcel. Pasteur Romuald, bonsoir. Comment vous allez? Je dois dire que je vais bien. Je vais répondre un peu comme vous en général sur une heure dans la cité. Je vais très bien, mais pas vraiment bien. La voix, ça va pas très bien. J'étais quelque part, j'ai beaucoup chanté et du coup, ça se passe pas exactement comme je veux. Voilà. D'accord. Juste à côté de vous, nous avons le docteur Baquet. C'est un habitué de ce plateau, mesdames et messieurs. Je crois que vous l'aimez bien. C'est ma pensée. Bonsoir, docteur Baquet. Bonsoir, bien-aimé. Comment vous allez ce soir? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Mesdames et messieurs, nous revenons juste derrière la transition. Mesdames et messieurs, ce soir, nous parlerons de notre pays, le Cameroun. Le Cameroun, quelle place en Afrique centrale? Nous commencerons par le docteur Baquet. Docteur Baquet, c'est quoi le Cameroun? Quand est-ce que le Cameroun est né? Parlez-nous du Cameroun. Oh, parler du Cameroun serait très vaste. En quelques temps, on ne peut pas s'aventurer à parler globalement du Cameroun en termes de naissance. Mais nous avons quand même quelques lignes directrices qui pourraient nous orienter par rapport à ce que c'est que le Cameroun. Déjà, Cameroun ne vient pas de nous. Cameroun, le mot Cameroun est un mot expatrié à sa base qui voulait dire Rio dos Camaroes. Camaroes qui voulait dire crevette. Et donc, ce sont les Portugais pour la première fois qui, arrivés sur les berges du Vouri, se sont contentés de trouver que cet endroit précis était riche en crevettes et ont bien voulu accorder le nom rivière de crevettes à l'estuaire du Vouri. Et c'est à partir de là que le Cameroun, qui était Douala à l'époque uniquement, on va donner le nom Cameroun à Douala, la région du littoral. Douala uniquement signifiait le Cameroun. C'est dans la marche vers l'Interland, dans l'espace de colonisation, que l'espace Cameroun va s'étendre. Ne sera plus simplement Douala comme région, mais sera un ensemble du territoire camerounais, vu population y compris. D'accord. Il me souvient à l'intérieur du Gabon, parce que j'ai vu cette borne il y a longtemps, à Minzik précisément, on voit la borne allemande Cameroun, écrit en allemand. Pourquoi les frontières, c'est juste pour planter le décor, ont été ramenées aux frontières naturelles et non là où se situe la borne anciennement Cameroun? L'espace Cameroun était très large. Après 1819, lors du congrès de Versailles, c'est-à-dire le tribunal de Versailles qui a réduit l'espace Cameroun. Parce que après la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, le Cameroun était très vaste et il comprenait le Congo actuel, le Cameroun d'espace Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est cet espace qui était appelé Cameroun. Mais sur les ententes des grandes puissances, à partir du coup de Tanger, du coup d'Agadir de 1906-1911, que l'espace Cameroun a été réduit
pour que le Cameroun belge, le Cameroun, je veux dire le Cameroun français, qui était réduit, le Cameroun allemand qui avait tout cet espace, après le coup de Tanger et le coup d'Agadir, 1906 et 1911, il y a eu une entente entre les Allemands et les Français pour qu'une partie du Cameroun, c'est-à-dire la partie Congo, Gabon, soit cédée à la France. Et le Cameroun, le Maroc, soit cédé à la France. Donc c'est ce qui s'est passé à la rencontre entre deux puissances, la France et l'Allemagne au Cameroun. Voilà ce qui s'est passé pour que le Gabon ne soit plus dans l'espace appelé Cameroun, pour que le Congo ne soit plus compris dans l'espace Cameroun. Mesdames et messieurs, quand vous vous trouvez à l'extérieur de ce pays, ce cher et beau pays, le Cameroun, vous rencontrez un Camerounais, il est fier de vous parler de son Cameroun, il bombe le torse, il est tout enorgueilli et il vous parle du Cameroun. Pasteur Marcel, c'est quoi la place du Cameroun en Afrique centrale selon vous? Déjà, je vais dire, c'est une place de choix. Il y a des raisons qui, justement, comme vous venez de le dire, qui donnent au Camerounais, lorsqu'il est hors de ses frontières, de se réjouir. C'est d'abord, j'ai envie de dire, des raisons historiques. Parce que nous faisons quand même, il faut le dire, partie de ces pays-là qui entrent dans les tout premiers, j'ai envie de dire, ou alors qui font partie des premiers à avoir leur indépendance. Nous sommes quand même un de ces pays à célébrer. On a célébré le cinquantenaire, on l'a fait peu tôt comparé à beaucoup d'autres pays en Afrique. Il y a déjà ça. Il y a aussi le fait, à un moment donné, je vais parler peut-être du sport, s'il faut parler du sport, qui justement a donné aux Camerounais d'avoir un peu ce que l'anglophone va appeler pride, ça veut dire un peu d'orgueil. Voilà, parce qu'à un moment donné, le sport devient une religion à laquelle tout le monde choisit d'adhérer, sans distinction de sexe, même d'âge, les politiques. Même les politiques, bien sûr, parce qu'il faut souligner ici que beaucoup de politiques ont utilisé le sport pour se maintenir au pouvoir ou pour accéder au pouvoir, il faut le dire. Donc à un moment donné, je vais dire, le Cameroun trouve justement cette place de choix en ce qui concerne le sport. Et si on devrait mettre le sport de côté, il faut parler de la diversité culturelle du Cameroun. Au Cameroun, on n'a pas qu'une seule langue, on n'a pas qu'une seule tribu, comparé à beaucoup d'autres pays en Afrique. Et à cause de cette diversité culturelle, nous savons que c'est une richesse. Je ne vous l'apprends pas. Je ne l'apprends peut-être pas au docteur qui est assis juste à côté de moi, que la diversité culturelle suppose des richesses. 270 langues. Bien sûr, 270 langues. C'est vrai que la plupart du temps, ça ne nous aide pas toujours. Mais j'ai envie de dire, de l'Est à l'Ouest, on a tellement de choses à proposer au monde. Lorsque vous allez en Europe et en France particulièrement, où la diaspora camerounaise est l'une des plus grandes, les Camerounais sont prononcés ou alors ils sont, j'ai envie de dire, mis à part lorsqu'on doit parler de l'artisanat, parler de la musique, parler du théâtre. On a par exemple, si je dois parler, citer un seul, Moustique le charismatique. Je ne sais pas si on se comprend. Aujourd'hui, même en France, s'il faut parler des comédiens, on va peut-être le citer. Mais vous comprenez que si nul était, j'ai envie de dire, notre diversité culturelle, on n'aurait pas autant de choses à proposer au monde. Voilà. Donc je vais dire, voilà autant de choses qu'il y a à un moment donné. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'intellectuels au Cameroun. Voilà. Donc à un moment donné, voilà autant de choses, j'ai envie de dire, qui peuvent donner aux Camerounais hors de ce pays de se réjouir. Vous vantez bien votre pays, docteur Marcel. Voilà. Mais sauf qu'un jour, dans un espace étranger quelque part, quelqu'un m'a dit le Camerounais est tellement dangereux que même dans l'eau, il allume le feu. Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur des Camerounais? Non, mais tout ceci fait partie de l'originalité camerounaise. C'est déjà bien, j'ai envie de dire, avoir peur du Camerounais, on irait peut-être regarder au niveau de ce que je vais appeler la fémania. Je vais dire, être un féman, c'est quelque part démontrer aussi son intelligence. Vous croyez? Vous imaginez un Camerounais voler un blanc? C'est quelque part démontrer de l'intelligence. De la bouche d'un pasteur, c'est surprenant. Non, c'est peut-être surprenant, c'est peut-être surprenant. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si on pouvait convertir cette forme d'intelligence, je ne sais pas si on se comprend, dans ce que je vais appeler utile, on est d'accord? Je crois qu'on serait un peu plus à l'avant en ce qui concerne, je ne sais pas, les questions justement qui intéressent pratiquement le monde entier. D'accord. Voilà. Revenons à vous, docteur Bakel, le scientifique que vous êtes. Le Cameroun qu'on vante tant, on dit qu'il serait tout en Afrique centrale. Est-il un État fort ou un État faible dans la sous-région Afrique centrale?
Déjà, en termes d'état fort ou d'état faible, il faut voir ce qu'on entend par état fort ou par état faible. Un état fort, s'il faut rentrer dans la définition de Freud, Jules Freud dit qu'un état fort est celui qui peut se protéger, qui peut assurer sa sécurité et sa survie. Et lorsque nous voyons un peu comment le Cameroun se déploie sur le terrain pour assurer la sécurité de ses frontières, lorsque nous voyons comment la diplomatie camerounaise fonctionne à l'extérieur sur un certain nombre de points, lorsque nous regardons un peu comment les politiques publiques du Cameroun sont menées pour essayer d'assouvir aux besoins quotidiens des Camerounais, alors on est tenté de dire, sans risque de se tromper, que le Cameroun tend à être un État fort, bien qu'il y ait encore des choses à perfectionner. Toutefois, l'espace Afrique centrale, maintenant, il faut voir les États en présence. Quels sont les États en présence en Afrique centrale? En Afrique centrale, nous avons tous ces États que nous connaissons, et le positionnement du Cameroun en termes de population déjà fait du Cameroun un État assez important sur le plan démographique. La démographie étant, selon Malthus et les Mao Zedong, Mao Zedong pense que c'est la puissance même des peuples. Le nombre, la population, en quantité et en qualité, c'est la puissance des peuples. Pour Mao Zedong et pour Jules Freud, la population est l'élément déterminant de tout développement. Donc, il faut prendre le déterminant qu'on appelle population et le mettre en situation pour déclencher un certain nombre de facteurs pour permettre le développement. Donc, en Afrique centrale déjà, en dehors de Congo-RDC, qui fait partie également de l'Afrique centrale, nous avons le deuxième foyer de population en termes de population en Afrique centrale. Donc, le Cameroun, l'espace maintenant, l'espace CEMAC, le Cameroun est le premier pays en termes de démographie. C'est le premier pays qui est assis sur le plan démographique par rapport aux autres pays. Maintenant, en termes de qualité de population, en termes d'intellectuels, on n'a pas, je n'ai pas encore eu une étude franche là-dessus, mais les données de 2004 disent que en Afrique centrale, c'est l'un des pays les plus densément peuplés sur le plan intellectuel. Sur le plan économique, le Cameroun se situe, ouvre ses portes directement à l'océan, à la mer, ce qui fait de lui une richesse et permet d'alimenter plusieurs pays, à savoir le Tchad, la République centrafricaine, pour ne citer que ces deux pays-là. Alors, ce qui nous dispose déjà en termes de poumons économiques pour le reste. Lorsque nous voyons également certaines institutions, le Cameroun en lui seul porte l'espace, dans l'espace CEMAC, la banque, la BEAC est à Yaoundé. Donc, et le pôle de décision même, le Cameroun est l'un des maillons assez importants, je veux dire, pour porter haut le développement de l'Afrique centrale. Donc, pour dire, pour ma part, le Cameroun est un pays influent sur plusieurs pans par rapport à sa démographie, à sa diplomatie, à son ouverture et sur le plan économique. Voilà ce que je peux dire sur... D'accord, le Cameroun serait selon vous un pays fort qui serait, ma foi, hérité, nous l'aurons hérité de la France, puisque c'est la puissance tutélaire de l'époque. Mais dites-nous, le Cameroun aujourd'hui, les Camerounais d'en bas, ou alors le Camerounais lambda a l'impression que le Cameroun est toujours sous tutelle malgré l'indépendance. Est-ce que cette colonisation a été une catastrophe pour le Cameroun? Déjà, l'expression colonisation, je ne l'apprécie pas trop par rapport à mon pays, parce que le Cameroun n'a pas été
une colonie d'une quelconque puissance dans le monde. Même pas celle de l'Allemagne? Le Cameroun a été un protectorat allemand et les conventions de l'époque veulent dire ce qu'elles veulent dire. Quand on dit colonie, il ne faut pas confondre colonie et protectorat. La définition étant bien étanche. La différence est nette entre une colonie. Une colonie, c'est un espace déjà réservé qui sert pour la mère, la patrie tutélaire, c'est-à-dire par rapport à l'usage, à l'exploitation des biens, parce qu'il y avait des colonies d'exploitation et les colonies de peuplement. À l'époque, ça veut dire que c'était presque un espace gardé, une chasse gardée des puissances occidentales. Colonie d'exploitation parce qu'on venait puiser des réserves minières. Sur le plan minier, on prenait également des richesses du sol et du sous-sol. C'est-à-dire, c'était des réservoirs où on venait puiser sans donner en contrepartie quelque chose d'assez important. Il y avait également des colonies de peuplement, c'est-à-dire, à cause de ce que la population occidentale était vieille, il fallait trouver, était déjà surpeuplé par rapport à leur territoire, il fallait trouver d'autres espaces où loger ces peuplements, ces populations. Ce qui est très différent de ce que nous entendons par protectorat. C'est-à-dire c'est une convention signée entre deux nations. L'une qui se permet à l'autre de pouvoir échanger sur le plan économique. Parce que le protectorat est beaucoup plus économique, mais ainsi dans le sens des échanges. On privilégie dans les accords l'échange avec tel pays plutôt que tel autre. Voilà en quoi il y a bien d'autres éléments rentreraient en ligne de compte. D'accord. Donc voilà un peu les points de distinction. Et le Cameroun n'a jamais été une colonie, ni d'exploitation, ni de peuplement. A été un protectorat pour les Allemands, parce qu'il a signé, les rois belges avaient signé un protectorat allemand en 1884. Bon. Il est seulement que c'est de par l'histoire du Cameroun, après la perte ou alors la défaite allemande lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui nous a placés pour la première fois sous tutelle allemande, française et anglaise, et pour la deuxième fois, sous mandat pardon, pour la première fois, et sous tutelle pour la seconde fois. Donc le Cameroun a été une pupille des Nations Unies, mise directement sous l'autorité de la France et de l'Angleterre. Donc elle n'a pas, la France et l'Angleterre ne devraient pas, entre ce qui a été fait, c'est-à-dire ici il s'agit d'une convention entre la France et les Nations Unies d'une part, et entre la France et l'Angleterre et le Cameroun d'autre part. La France n'a jamais été n'a jamais été un empire colonial pour le Cameroun. Jamais. D'accord. Merci, Dr Baquet. Pasteur Marcel, nous voyons les agissements, n'est-ce pas, des dirigeants français des fois qui se comportent comme si le Cameroun était une sous-préfecture de la France. Dites-moi, selon votre regard, le Cameroun est-il la chasse gardée de la France? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je crois que nous avons un problème au Cameroun en ce moment. Et ce n'est pas seulement le problème du Cameroun, c'est peut-être celui de tous les pays qui ont eu pour... C'est vrai, le docteur vient de le dire, le Cameroun n'a jamais été une colonie française, si j'emprunte votre expression. Mais la France se comporte comme si le Cameroun en était une. Exactement. Je crois que c'est sur la base d'une chose très simple. Laquelle? La France, à un moment donné, nous a aidés à consentir des prêts au niveau du Fonds monétaire, de la Banque mondiale et de tout le reste. Parce que vous savez, lorsque vous voulez emprunter, il faut un peu quelqu'un qui va se comporter comme un avaliste, qui va justement nous aider à emprunter de l'argent. Et en raison de cela, la France a voulu, pour investir cet argent, avoir une sorte de mainmise. Ça veut dire désormais, si on veut, construire des routes, la France voudrait se proposer comme étant celui-là qui va gagner le marché, on est d'accord, pour que la route soit construite. Alors c'est comme ça que par le passé, la France s'est trouvée un peu comme être la pièce maîtresse, si vous voulez,
dans pratiquement tous les investissements au Cameroun. Parce qu'elle était celle-là qui nous a aidés à consentir des prêts. Alors à partir de ce moment, vous comprenez très simplement que la valise, c'est qui? C'est celui qui à un moment donné a un certain pouvoir sur vous. Et puisqu'elle avait ce que je vais appeler l'expertise, le Cameroun n'avait aucune expertise. Alors à partir du moment où vous voulez construire des routes et que vous n'avez pas d'ingénieur qui puisse le faire, je vais parler de cette époque-là. Alors vous allez chercher la France qui vient vous aider à le faire et du coup elle s'installe. Alors on a vu la France à l'est en train d'exploiter notre bois. On a vu la France, si je dois citer une seule société, Razel par exemple, elle est française. Aujourd'hui on voit la France au port, on voit la France un peu partout. Pourquoi? Parce que le Cameroun continue de devoir. Et je vous ai dit, celui qui doit est l'esclave de celui à qui il doit. Je ne sais pas si on se comprend. Et nous savons que la France a joué un rôle d'intermédiaire dans la question. Et aujourd'hui, j'ai souvent cru, je veux continuer de croire, qu'il y a une sorte de chantage. Je ne sais pas si on se comprend. Alors du coup... qui fait chanter qui? Ça veut dire la France fait chanter le Cameroun. D'accord. Puisque la France a une position de choix au niveau du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Je ne sais pas si on se comprend. Alors du coup, tu fais ce que je te demande de faire, où j'appuie sur des boutons au niveau de ces organismes, et du coup, ça complique un peu les choses pour toi. Voilà. Donc je me dis, si la France n'a jamais été une colonie française, pardon, si le Cameroun n'a jamais été une colonie française, alors à un moment donné de l'histoire, la France a trouvé le moyen, et je crois que c'est ce moyen-là, par des prêts bancaires. Voilà. Et puis du coup, aujourd'hui, les choses se passent un peu comme ça se passe, bien sûr. D'accord, docteur Baquet. Nous avons vu dans plusieurs pays africains où, n'est-ce pas, quand vous refusez de céder vos matières premières à la France, je dirais entre guillemets, les coups d'État sont faits et des rapports secrets nous disent que Paris très souvent est derrière, n'est-ce pas, un certain nombre de coups d'État. Est-ce que le Cameroun ne serait pas le stock de sécurité de la France? De stock de sécurité de la France. Bon, le Cameroun comme stock de sécurité, je pourrais dire le Cameroun n'est pas, je le redis, la chasse gardée. Je reprends les mots du président de la République du Cameroun. Au discours de la Baule. Après le discours de la Baule, il a dit, et les actes qu'il a posés quelque temps après prouvent à suffisance que le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'une quelconque puissance. Certaines sources disent que cela lui a valu un rappel à l'ordre de Paris. Bon, sauf qu'il n'a jamais été fait l'objet d'un coup d'État français. Donc ça veut dire que si donc c'est notre... la France, peut-être, parce qu'il faudrait dire que je n'ai pas fait des recherches là-dessus pour voir à quel niveau est-ce que la France s'est impliquée dans certains types de coups d'État. Mais on soupçonne, ça ce sont des soupçons qui pèsent beaucoup plus sur les manœuvres diplomatiques de la France, en ceci qu'il y aurait une relation qu'on a appelée France-Afrique qui a perduré et qui a laissé croire que certains chefs d'État étaient déboutés simplement pour la bonne ou la mauvaise pensée de Paris. On a le cas Laurent Gbagbo sous la main. Le cas Laurent Gbagbo est un cas véritablement qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que c'est un cas qui appelle à la fois la justice et la politique. Donc je voudrais dire que ce cas est atypique parce que on pourrait très vite accuser ci et ça par rapport à ce problème sans voir le fond même du débat. Le fond du débat est juridique et il se trouve qu'il y a des éléments politiques qui ont maillé le problème juridique. Donc, véritablement, il faut prendre ce problème avec beaucoup de recul. Maintenant, par rapport au Cameroun et la France, le Cameroun a multiplié des partenariats. À une époque, la France était, vu les conventions qu'on a signées avec la France, 61, 62, 63, jusqu'en 64, on a signé un certain nombre de conventions qui donnaient la France privilégiée par rapport à nos matières premières. Qui donnait la France privilégiée par rapport à nos matières premières? Est-ce que ces conventions sont signées volontairement ou alors c'est sous la présentation d'un fouet que les citoyens ne voient pas? Il s'agit, une convention peut toujours être renoncée et déboutée. On peut toujours dénoncer une convention parce que nous avons aussi un sacro-saint principe en droit international qu'on appelle pacta sunt servanda,
qui veut dire que les conventions qu'on a librement signées tiennent pour loi aux signataires. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas dire au moment où on signait des conventions que les puissances en présence ne savaient pas ce qu'ils faisaient, parce qu'il fallait quand même, on nous a donné la France comme une nation tutrice. Oui. Donc, qui devait nous conduire jusqu'à notre émancipation, jusqu'à notre indépendance. Moi, je ne voudrais pas appeler ça indépendance, mais je voulais dire à la maturité. Parce que lorsqu'on dit indépendance, ça veut dire qu'on était placé sous une dépendance. Mais rien ne nous a mis sous une quelconque dépendance. Nous avons signé des accords de protectorat avec les Allemands que les Français devraient continuer simplement. Il s'est passé en ce moment que les nationalistes qui revendiquaient l'indépendance à corps et à cri n'ont pas été suivis, ont été suffisamment matés et nous ont peut-être laissé la soif de voir leur action aller jusqu'au bout pour revendiquer maintenant les indépendances et continuer une politique nationaliste. Vous pensez qu'après 57 ans, on a toujours besoin d'un tuteur? Toutefois, mais la tutelle, il faudrait arriver jusqu'à une certaine maturité. La maturité ne se justifie pas par rapport à l'âge. C'est par rapport à avoir des capacités de pouvoir gérer un certain nombre de choses, d'avoir une certaine émancipation sur le plan intellectuel. Ça sous-entend que vous, quand vous aurez 57 ans, si vous ne les avez pas encore, il y a de fortes chances que vous soyez encore sous tutorat de votre père. L'âge, au Cameroun, nous avons des lois. L'âge n'est pas un élément de présomption de maturité sur le plan spirituel. Sur le plan de l'accomplissement moral. Parce que voyez-vous, il y a des vieux que je connais, 80 ans, ils se comportent comme des jeunes de 17 ans. Oui. Comme il y en a des petits de 20 ans qui se comportent comme des vieillards. C'est-à-dire que la sagesse s'acquiert avec l'âge. La sagesse s'acquiert avec l'âge. Non, ce n'est pas la sagesse, mais l'expérience. Ici, là, il ne s'agit pas de la sagesse au sens premier du terme. Il s'agit des expériences accumulées qui donnent une certaine connaissance, mais ce n'est pas la connaissance. Une certaine connaissance, j'insiste. D'accord. Pasteur Marcel, le Cameroun, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il suscite tant les convoitises des puissances occidentales et même asiatiques? On voit la France, les États-Unis, la Chine, la Russie faire la cour au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il ne faut pas aller chercher loin. Le Cameroun, je viens de vous le dire quand vous m'avez posé la première question, c'est un pays riche. C'est un pays qui a pratiquement, on veut parler de 24 millions d'habitants aujourd'hui. Pays riche? Quand je parle de pays riche, je parle de son sous-sol. Ah d'accord. Je parle de sa diversité culturelle. Mais on reste pays pauvre, très endetté. Je vais parler du certain main-d'œuvre. Non mais attends, je ne vais pas aujourd'hui vous dire que le Cameroun est l'un des pays où la malgouvernance est la chose, j'ai envie de dire, la mieux partagée, à laquelle pratiquement tout le monde s'est habitué. D'accord. Voilà, alors vous comprenez que parti comme c'est parti, ça complique un peu les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe en général lorsque vous donnez, vous avez des enfants, je veux croire. Oui. Si vous donnez quelque chose de bien à votre enfant et que du coup il sortait hors de votre contrôle, qu'est-ce qui se passe? Des amis qui ont un certain âge, ça veut dire un peu plus âgés que lui, vont utiliser tout ce qui est possible pour lui prendre cela. Alors j'ai envie de dire que au Cameroun, on n'est pas encore parvenu à ce point où on apprécie à sa juste valeur ce que Dieu nous a donné. Je ne sais pas si on se comprend. Et à partir du moment où on n'apprécie pas un bien, et il y a des gens qui de loin regardent ce bien et l'apprécient. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se jouer de tout ce qui est en leur pouvoir. Je ne sais pas si on se comprend, pour prendre ce bien-là. Alors, cela explique simplement pourquoi à un moment donné, la France est présente, la Chine est présente. On m'aurait fait savoir que les États-Unis veulent aussi être présents du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont présents au sud-ouest déjà. Voilà, du coup, vous comprenez que voilà, on n'a pas apprécié ce bien-là. D'autres l'ont apprécié et ils veulent le prendre à tout prix. D'accord. Voilà. Vous avez quelque chose à dire dessus, Dr Baquet? La convoitise que suscite le Cameroun? Le Cameroun est un pays du Golfe.
Vous savez, en 90-91, nous avons eu la première guerre, dite la guerre du Golfe. Et c'est quoi le Golfe? C'est un endroit géographique qui regorge beaucoup de richesses du sous-sol, principalement du pétrole et ses dérivés. Alors, le Cameroun est un pays du Golfe. Nous sommes situés au cœur du Golfe de Guinée. Et tout autour de nous, nous avons des pays qui sont membres, d'ailleurs le Cameroun est également membre de l'OPEP, l'organisation des pays producteurs du pétrole. Alors, ça fait déjà de nous un premier élément de convoitise, le pétrole aujourd'hui. Ensuite, le Cameroun est traversé par deux climats, le climat tropical et le climat équatorial. Et sur le plan géographique, on sait ce que c'est que le climat tropical et ce que c'est le climat équatorial en termes de richesse du sol. Notre sol et notre végétation en termes de pays équatorial nous prédisposent déjà à avoir une forêt dense. Et les produits de notre forêt constituent également une convoitise, la convoitise des puissances qui ont une plus-value industrielle. La plus-value industrielle sur du bois, la transformation des produits de la forêt. Donc, ce qui fait que également notre richesse sur le plan culturel permet aussi, attise des curiosités en termes de vente, de commercialisation. Les Anglais, dans la division du monde, trouvent que l'ethnie ou l'ethnicité est un facteur de commercialisation. Ça veut dire que comme le Cameroun a près de 270 ethnies, races et langues, pour les Anglais, ce sont des opportunités de commerce. Alors, ce qui nous prédispose, comme je disais tantôt, à une convoitise des puissances étrangères. Aussi, notre démographie plurielle. La démographie plurielle parce que c'est l'Afrique en miniature, on y trouve un peu de tout. C'est également une richesse, mais également un désavantage sur le plan de la convoitise des puissances étrangères. La politique au Cameroun, le Cameroun aussi est un pays stable sur le plan politique, parce que c'est l'un des rares pays où on n'a pas connu de coup d'État depuis les indépendances. Ce qui fait que le Cameroun, sur le plan des investissements également, peut être, c'est un point attractif, mais ici je veux mettre ça entre guillemets, parce qu'il y a des éléments de discussion là-dessus. D'accord, merci Dr Baquet. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sous l'arbre à palabre. Nous prenons une transition et nous revenons juste derrière.